Bonjour à tous et bienvenue. Vous aimez les polars? Vous aimez les films d'action? Vous vous êtes peut-être posé les questions: que se passe dans la tête d'un enquêteur? Vous allez aujourd'hui être servi parce que je suis aujourd'hui avec mon invité qui est flic, comme il se définit, mais il n'est pas que flic puisqu'il a une autre belle corde à son arc. Et il va nous en parler aujourd'hui. C'est Robert Martin. Bonjour Olivia. Bonjour Robert, je suis très heureuse de vous avoir ici. De même. J'ai beaucoup aimé votre livre, Flic guérisseur, qui évoque votre vie professionnelle et surtout spirituelle, dirais-je, puisque vous avez été, entre guillemets, flic, comme vous le dites. Vous avez gravi tous les échelons, ce que vous expliquez très bien, de façon sans fioriture, très directe, très claire. Vous avez travaillé dans la brigade d'intervention, l'antiterrorisme, vous avez été à la protection rapprochée, vous avez mené des enquêtes, vous avez une vie très très riche. Tout à fait, oui. C'est assez étonnant comme parcours, c'est un parcours assez atypique qui m'a permis de découvrir une grande partie de toutes les facettes de la police judiciaire à Paris. Et j'ai eu beaucoup de chance de faire partie des équipes, à chaque fois dans toutes ces brigades que vous venez de citer, la brigade de recherche et d'intervention, la brigade de répression du banditisme, la section antiterroriste, la protection des hautes personnalités, entre autres, même les commissariats de quartier, c'est une équipe, et faire partie d'une équipe, c'est quand même assez important. C'est pour moi l'âme essentielle de la police judiciaire, c'est une équipe, c'est pas un individu qui se prétend le monsieur sachant tout n'existe pas. En revanche, grâce à mes perceptions étonnantes que j'avais, peut-être que ça a influé en partie les équipes à l'intérieur desquelles je me trouvais. D'ailleurs, j'allais souligner ce point-là, puisque pour vous, on ressent vraiment que ce côté équipe, ce côté fidélité, ce côté groupe est très très important. Que ce soit dans le travail ou dans l'amitié, parce que vous avez vraiment un clan, un noyau. Oui. Je dis une phrase souvent, la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous fait un sourire dans le train que vous n'oubliez jamais, et vous avez une amitié qui dure depuis 30, 40 ans, ce qui est la mienne. Ce qui est souvent le cas autour de moi. Ces amitiés sont importantes pour moi, mais ça dépasse le cadre de l'amitié telle qu'on peut la concevoir dans ce monde-ci. Pour moi, je ne pense pas. Pour moi, ça vient d'ailleurs. Il y a une force étonnante qui nous conduit l'un vers l'autre et qui fait que il y a des rencontres. La rencontre d'aujourd'hui, ça fait partie de ces rencontres-là. Oui, vous croyez beaucoup au côté destin, la destinée, la synchronicité? Synchronicité, destinée, oui, j'y crois beaucoup. J'ai comme leitmotiv que tout ce qui doit arriver de toute façon, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je suis sur une théorie de dire ne forçons pas le destin est là et il nous conduit sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie, on ne le connaît pas. Et notre vie, quelque part, on le fait à chaque pas. À chaque pas qu'on avance, c'est une découverte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant. Donc je fais confiance à ce chemin de la vie. On connaît tous la fin, de toute façon, de ce chemin. Oui. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, en fait. Oui. Vous vous laissez porter par le flot. Je me laisse porter complètement par le flot, avec peut-être une attention particulière sur les signes que l'on peut percevoir ou que l'on peut recevoir venant d'un endroit que je ne connais pas et qui est autour de nous, une information, une sensation, enfin voilà. Donc ce monde inconnu, j'ai la chance d'avoir des signes qui apparaissent, qui me viennent, et c'est étonnant. Donc je fais attention à ça. Sur ce chemin de la vie, je fais attention à ce qui arrive autour de moi. Justement, donc pour parler de ces signes, de ce monde subtil
que vous percevez, ce qui est d'ailleurs un grand contraste avec la carrière que vous avez menée, quelque part. C'est presque... Contraste. L'ombre et la lumière, parce que dans votre métier, vous avez vu, vous parliez effectivement des groupes de travail, oui, mais vous avez aussi rencontré le pire de l'âme humaine. Oui, oui, tout à fait. Je sais ce que l'âme humaine peut vivre comme turpitude, mais c'est pas le côté j'ai pas un côté négatif. C'est sûr qu'il y a, on vit tous des expériences étonnantes dans la vie. Et je me dis, moi, bah, derrière le mal, il y a forcément le bien. Derrière, il y a quelque chose de positif, même si ça semble négatif au départ. Un crime horrible ou une situation épouvantable, une famille décimée par un attentat ou autre, c'est épouvantable en soi. Mais je crois réellement à une force de bien derrière, une force d'amour qui est derrière. C'est compliqué à entendre pour ceux qui sont meurtris dans leur chair ou qui, mais faire attention à cette notion-là, pour moi, est importante aussi. Dans le livre, j'essaye de faire comprendre que, au-delà de ce que l'on peut vivre de négatif, ben, il y a le positif qui est juste derrière. Il faut voir plus loin, ne pas s'arrêter. Oui, il ne faut pas s'arrêter à... souvent, je dis, on n'a qu'une vision partielle du puzzle qui est l'univers, qui est cette vie. C'est vraiment très partiel. On connaît notre pièce, on connaît les pièces qui nous entourent, mais aller plus loin et se dire qu'on forme, au final, ça sera un beau tableau. Ça sera un beau tableau. Alors, le petit Robert, Ouais. il naît dans une famille, donc seul garçon, 4 filles. Ouais. Une maman avec, finalement, vous avez une famille un petit peu tristounette ou bancale, on va dire, excusez-moi le terme. Non, mais c'est tout à fait ça. Et vous êtes modéré dans vos propos. Non, je dirais que c'est une famille du nord de la France qui n'a rien de joyeux. C'est la misère, on a faim, on a froid, on a soif. Voilà, je vis des périodes difficiles. J'ai une prime enfance qui est particulièrement tourmentée. Et mon point d'attache, c'est mon point aimant et ma grand-mère maternelle. Angèle, voilà, avec laquelle vous partagez d'ailleurs votre maman, votre grand-mère et vos sœurs, vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble dans une petite maison modeste. Il n'y a pas beaucoup d'argent et... Donc à 17 ans, vous passez votre CAP. Ouais. Enfin, je passe mon CAP avant les 17 ans, je dois avoir 15 ou 16 ans, et à 17 ans, oui. je me retrouve à la rue, enfin, en dehors du collège-lycée, et je rentre dans la vie active par la petite porte en tant que vacataire au tribunal de police de Paris. Bon. Et là commence l'histoire, justement, des rencontres, de l'enchaînement de signes qui font que j'avance. Justement, donc vous racontez dans le livre énormément d'anecdotes, plutôt de vos histoires, dans lesquelles la perception, on parle du flair, le flair justement du policier. Vous, c'était le flair, oui, mais vraiment relié à l'intuition. Ouais, est-ce que... on parle souvent d'intuition, et vous venez de le faire, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que l'intuition ? Alors, qu'est-ce que l'intuition ? Voilà, personnellement, je fais un distinguo entre ce que l'on peut émettre provenant de notre propre corps et de notre propre cérébral et de ce qui nous provient d'ailleurs. Et comment j'arrive à faire ce distinguo ? Souvent je dis, et je le vérifie à chaque fois, une chose précise qui m'est donnée, ça vient toujours d'un monde extérieur, c'est pas moi qui le donne. En revanche, le flou, la ressemblance, le semblant être, ça vient de moi, c'est de mon propre intellect. C'est-à-dire, pour donner un exemple, qu'est-ce que vous appelez quelque chose de certain, sûr J'ai le souvenir d'un nom qui m'est apparu dans une affaire, et c'était un nom de rue qui m'est apparu, et j'ai donné simplement l'information aux collègues en disant, voilà... Ah oui, sans l'avoir lu dans un dossier. Sans l'avoir lu dans un dossier, j'ai eu cette perception.
Et dans le groupe, il y a eu quelqu'un qui m'a dit, attends, telle rue, tel quartier, ah bah oui, ben souvent on a conduit le voyou dans ce quartier-là, et il s'est avéré que c'était le bon endroit. Donc, oui, ça, ce n'est pas du flair, et ce n'est pas de l'intuition non plus. Ça, effectivement, c'est voilà, un message. C'est un message qui m'arrive, et souvent, je pense qu'on omet de préciser le flair, enfin de faire le distinguo entre l'intuition, le flair, comme vous dites, l'intuition qui nous vient de nous et des informations extérieures, en disant tiens. Oui, mais peut-être moi je rapprochais mon intuition à moi à votre message justement. Voilà, c'est pour ça, oui. C'est pour ça que je me suis permis de vous dire que faut faire le distinguo entre le flair, l'intuition et les messages qui nous viennent de l'extérieur. Les messages qui nous viennent d'un monde que je demande à découvrir, ça j'y fais très attention. Voilà. Alors justement, donc pour revenir à notre petit Robert, quelles ont été ses premières impressions? Parce que vous dites que vous vous êtes toujours senti protégé. Oui, et vous racontez l'anecdote dans laquelle vous montez dans un arbre, par exemple. Oui. Et là, il y a 2 témoins, 2 amis. Oui, je me suis toujours senti protégé. Pour moi, c'est évident. Il y a une protection autour de moi qui est là. Je suis ancré, je suis bien terrien, je suis pas perché comme pour. Non, vous n'avez pas l'air de l'être. Voilà, mais je pressens une protection assez importante autour de moi. Et dans le livre, je donne quelques exemples de protection où, oui, il m'est arrivé des choses assez étonnantes où je n'ai pas eu peur, et d'une manière générale, je n'ai pas peur, de toute façon, parce que je me sens très protégé. Voilà. La protection, elle vient de je ne sais pas de quoi, pourtant, Dieu sait, encore une fois, si mon enfance était loin d'être protectrice, et elle est là. Pour moi, elle est là, c'est acquis. Parce que vos signes, vos perceptions, vous les aviez avant le décès de votre grand-mère. Oui. Ma grand-mère décède, j'ai 18 ans, et bien avant, c'est elle qui m'a enseigné à percevoir et à recevoir, et à accepter de recevoir des informations qui venaient d'ailleurs. Souvent, elle me disait, il faut s'autoriser à aller voir derrière le rideau rouge qui est au fond de l'église. Voilà. La tenture rouge au fond de l'église. Elle me disait, il faut aller voir derrière. Oui, il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas dit, donc, elle était barreuse du feu. Ça, vous l'avez découvert au fur et à mesure? Très tôt, non, mais ça, pas au fur et à mesure. Elle le disait ouvertement? Elle le disait ouvertement, et puis le fait de voir des gens venir à toute heure du jour ou de la nuit avec des brûlures, et qui venaient voir Angèle, parce que elle était connue pour ça. Oui, ça... Très tôt, je l'ai toujours su qu'elle était barreuse de feu, elle ne me l'a jamais caché, elle m'avait enseigné ça, elle m'a autorisé, je vous dis, à croire, elle était très croyante, elle était très chrétienne, catholique chrétienne, et elle m'a enseigné la chrétienté, je suis issu de cette chrétienté, mais elle m'a aussi enseigné ce qui était au-dessus de la chrétienté. Et vos sœurs, est-ce qu'elle enseignait la même chose à vos sœurs? Est-ce qu'elles étaient aussi proches que vous? Non, elles n'étaient pas. Mes sœurs n'étaient pas aussi proches de ma grand-mère que ce que j'ai pu être. Est-ce que c'est parce que j'étais le seul garçon? Très certainement. Enfin, je n'ai pas la réponse à pourquoi moi et pas les sœurs. Quand elle décède, ma grand-mère j'ai donc 18 ans, et là elle me donne la prière, elle me transmet la prière d'une manière assez étonnante à l'intérieur de son livre de messe, et c'est ma mère qui me donne son livre de messe, et j'ai posé la question à ma mère en disant mais pourquoi et ma mère m'a avoué ne pas avoir
eu la force de recevoir cette prière. Donc voilà, ma grand-mère m'a transmis ça. Et est-ce que vous aviez pratiqué, je ne sais pas si on dit pratiquer cette prière ou les soins avant cette transmission de prière? Est-ce que, comment, en fait, voilà, vous en êtes venu à vous dire, tiens, j'ai le pouvoir, là, enfin, pouvoir entre guillemets, hein, Ouais, non, de pouvoir soulager? Alors, j'ai une de mes grandes sœurs qui me dit qu'à l'âge de 7 ans, j'ai soigné un chien à la maison, mais je n'en ai pas le souvenir. Mais elle me donne cet exemple-là. Donc, il se passait quelque chose déjà, quelque chose. En tant qu'enfant, on le fait de façon naturelle, oui, je pense. instinctive. De manière instinctive. Après, ma grand-mère, le fait qu'elle me donne cette prière, c'était une poursuite, c'était une continuité dans l'acte qu'elle faisait et dans le soin, dans apporter le soin à l'autre et prendre soin des autres. Elle m'a enseigné ça, oui. Je pense que au départ, Est-ce que vous vous souvenez du premier soin, entre guillemets, que vous avez pu effectuer? Comment, voilà, parce que c'est ça en fait qui est étonnant. J'ai le premier soin dans la police, ça je m'en souviens bien. J'étais au commissariat dans le 15e arrondissement, et il y a un collègue qui est rentré et il a loupé la marche sur le trottoir et il est rentré, il s'était tordu la cheville et je me suis proposé et à partir de là ça s'est enchaîné. Là je lui ai proposé, mais attends, je pense que je peux te soulager. Quelle est cette force qui m'a poussé à faire ça? Oui, parce que c'était courageux, vous auriez pu vous rendre ridicule. Oui, parce que... le ridicule ne tue pas, dit-on. Oui, donc ça, voilà. sais. Mais qu'on me prenne pour un rigolo ou autre, oui, ça l'a toujours été, ça le sera encore. Pourtant, ils viennent tous frapper à votre porte, hein, oui, dès qu'il y a un bobo. Oui, mais c'est ça qui est particulier. C'est assez étonnant. Ils viennent pour se faire soulager, même s'ils n'y croient pas. Oui, parce que vous évoquez un de vos collègues avec lequel vous faites l'expérience de l'orange, oui, qui était très sceptique quant à vos... Tout à fait. Et il était très sceptique et cette orange, lorsqu'il la mange plusieurs mois après, il est étonné et il est... Oui, enfin, vous expliquez quand même voilà, que vous l'avez magnétisé pendant 6 mois, je crois. Oh, oui, l'orange, on l'a magnétisé. Oui, je l'ai pas magnétisé. Au début, je l'ai magnétisé tous les jours. Et ensuite, l'orange, je l'ai magnétisé une fois par semaine. En gros, sur 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a mangé l'orange qui était encore comestible. Elle n'était... voilà, la peau avait flétri, mais tout à l'intérieur était encore très bon. Et je le raconte dans le livre parce que l'étonnement du collègue qui découvre que cette orange est encore bonne, il n'en revenait pas. Donc voilà, ça l'avait bluffé, dit-il. Donc oui, le soin, les soins que j'ai pratiqués dans la police, comme encore là maintenant dans le cabinet, c'est... il y a plein de gens qui viennent, qui me sont venus, qui sont venus à moi avec des questionnements, des doutes, mais c'est pas grave, c'est pas forcément y croire. Et ils étaient étonnés que ça fonctionne. Comme moi d'ailleurs, à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois c'est un étonnement pour moi. Oui, et vous écrivez une phrase régulièrement, un peu comme un mantra, qui me plaît beaucoup, dans laquelle vous dites « Je n'ai pas de doute quant à... » Je n'ai aucun doute sur ce que je fais, je n'ai que des incertitudes quant au résultat. C'est ça. Et c'est vraiment... Oui, c'est presque un mantra, vous avez raison. Mais c'est vraiment ma façon d'être. Je n'ai aucun doute sur l'action que je mène. Je n'ai que des incertitudes sur le résultat. Parce que... Pourquoi cette incertitude? Parce que dans le soin, dans l'apport de l'autre, l'autre est important aussi. Moi, dans le système, je me considère comme simplement un transmetteur de quelque chose qui vient d'ailleurs sur la personne. Donc, ce n'est pas moi qui interagis, c'est la personne qui a... Voilà, je suis canal, oui. Et je transmets, par mon intermédiaire, il y a une réharmonisation, il y a des informations, il y a quelque chose qui passe. Et pour que ça fonctionne réellement, il faut que l'autre personne soit également... réceptrice, enfin, il faut l'émetteur-récepteur. Voilà, il faut la volonté aussi de l'autre personne. A priori, ça marche aussi sur les sceptiques. Ça marche aussi sur les sceptiques. Non, non, ça marche tout autant sur les sceptiques. Et c'est...
encore une fois, la totalité des soins que je fais, à chaque fois, moi, c'est un étonnement, c'est un renouveau, c'est une autre perception. C'est dans le soin, dans la pratique du soin tel que moi je le fais, je ne fais vraiment pas de comparaison de personnes, d'une personne à une autre, en disant « Ah ben j'ai déjà eu tel cas ». Non, chaque personne est un cas. Voilà. Vous avez soigné, parce qu'on peut parler quand même de soigner, des zonas, des verrues, plein de choses, dans le livre vous en parlez, c'est assez bluffant. Oui, j'ai un ami dermatologue, c'est un véritable ami, et qui de manière régulière m'envoie des zonas parce qu'il a constaté que les zonas, j'avais un taux de réussite qui était étonnant. C'est pas du 100%. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur certaines personnes. Et sur les verrues, oui, les verrues, c'est de la bobologie, comme je dis. Les verrues, c'est pas grave, mais et j'ai plein d'exemples. Oui, voilà, là vous en citez un ou deux assez étonnants. Oui, mais si vous voulez en partager un, soit celui de la jeune Chloé, soit celui avec les haricots. Sur Chloé avec la verrue sur le genou. Chloé vient me voir accompagnée de ses parents parce qu'elle a une verrue qui est mal placée sur le genou, qui lui fait très mal. Et comme la peau est en tension sur le genou en permanence, ça lui fait très mal. Ça se passe à la campagne, et dans ma campagne ariégeoise. Et là, pour ne pas heurter, parce que ici sur Paris, si je prends de la viande, ça va heurter, donc là-bas, ils sont habitués. Donc je prends un petit bout de viande et je le mets, et je fais ce que j'ai à faire autour du soin. Et je dis à Chloé de partir avec ses parents, et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, de l'ordre de 3 semaines, je vois Chloé revenir tout en courant, parce que la verrue a littéralement explosé, et dans les jours qui ont suivi, elle a complètement disparu. Et c'est vrai que c'est sans aucune trace, il n'y a plus de trace du tout. Chloé maintenant est une grande jeune fille, et on ne voit pas de traces sur son genou. Mais elle en garde, elle, en mémoire, elle l'a très fort. Elle a cette mémoire ancrée en elle de cette verrue qui a disparu. Miraculeusement, on dirait presque. Je ne sais pas. Comme dit votre père Antoine. Comme dit mon père Antoine, oui. Presque, oui. Mais tout ça, encore une fois, Olivia, moi, je suis très étonné de ce que j'arrive à faire. Donc ouais, pour moi, c'est toujours un étonnement, toujours un mystère. Et le mystère, c'est le miracle, quelque part. Parce qu'en fait, vous n'avez appris nulle part. Vous avez suivi une formation, quelque chose? Non, du tout. Parce que ça a l'air, pour nous, en fait, ça a l'air de couler de source. Je vous demande quand est-ce que ça a commencé, on ne sait pas. Mais en fait, hop, vous vous êtes trouvé dans la situation, vous avez tout de suite réagi. Puis vous continuez votre chemin. Je n'ai pas de formation, je n'ai pas vous dire que je vois des choses, non, il y a des fois je perçois des énergies, des formes, parfois. Vous sentez les odeurs, vous pouvez parfois, entendre parfois des choses. j'entends des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un mot qui me vient, voilà, j'ai un mot précis qui me vient en faisant des soins. Un prénom. Un prénom. Oui. Les odeurs, je n'ai plus d'odorat. Depuis des années, je n'ai plus d'odorat. C'est pas le Covid, c'est bien avant. Et quand je perçois une odeur, alors que je suis en train de faire le soin, systématiquement, je sais que c'est pour la personne, c'est pas pour moi, quoi. Donc, je lui donne simplement l'odeur en disant, voilà, je sens. Dans le livre, j'en donne des exemples Joseph en Belgique. A raconté cette petite histoire qui est très belle. Avec Joseph en Belgique qui vient, et parce que je faisais des soins en Belgique chez un ami qui m'avait hébergé pour recevoir les gens autour de Bruxelles, et je reçois ce vieux monsieur qui arrive et qui est tout étonné parce que il est revenu dans la maison qu'il occupait alors qu'il était très jeune. C'est pareil, les paramètres qu'il faut pour intégrer ça, c'est gigantesque. Oui, parce que je crois quand il arrive, il dit « je suis ici chez moi ». Voilà, il raconte et il dit « je suis ici chez moi ». Et là,
commence le soin, enfin bon, je lui présente le propriétaire qui est Benoît, et je lui présente, et là je commence à faire le soin parce qu'il venait pour des différentes douleurs qu'il avait sur le corps, et là j'ai une odeur de rose qui apparaît, et là je lui dis tiens, j'ai une odeur de rose, et il se retourne, c'est un monsieur qui avait pas loin de 80 ans, et il se retourne les yeux embués, et qui me dit mais qu'est-ce que vous me dites, et je lui dis mais je sens la rose, et il me dit mais c'est merveilleux parce que ma mère appelait cette maison la Villa Rosa, la Villa des Roses, et je ne connaissais pas l'histoire, et quand il la raconte, pour moi c'est bluffant d'arriver à percevoir ce genre d'informations et de le retransmettre, et ça percute, quoi. Voilà, j'ai des informations d'odeur de pain quand je le transmets à la personne. Pareil, c'est des souvenirs très forts d'une jeunesse lorsqu'elle était avec son grand-père qui était boulanger. Donc voilà, moi je suis toujours étonné, Olivia, de recevoir ce genre d'informations. Je suis étonné quand je le transmets à la personne, ça ferme une boucle quelque part, je pense. Oui, puis ça rassure. C'est un message vraiment direct et personnalisé. Oui, oui. Oui, sur le fait de rassurer peut-être, mais c'est le fait de... Moi, ce que je veux éviter, c'est d'interpréter. C'est pour ça que souvent je mets les gens en garde en disant ne faites pas d'interprétation. Je reçois des gens qui veulent, qui perçoivent, qui peuvent soigner, et ainsi de suite. Donc moi, pour répondre aussi tout à l'heure, vous me demandiez si j'avais une formation ou si j'avais suivi des cours. Non, je suis, moi, foncièrement contre toutes les formations, quelles qu'elles soient, de magnétisme, où quand j'entends des cours, des formations de magnétisme sur un trimestre à plusieurs milliers d'euros, pour moi c'est scandaleux. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut après. Je ne suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais se laisser porter, se laisser aller et faire en sorte de le faire avec le cœur, on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin de formation pour ça. Voilà. Et je rebondis là-dessus parce que vous parliez tout à l'heure de ce que vous ressentez autre. En fait, vous ne ressentez pas à tous les coups, c'est-à-dire vous n'êtes pas voyant. Non. Donc cela, je dis pour les personnes qui pourraient peut-être être tentées de venir voir Robert pour sentir les odeurs, voir s'il voit, voir... En fait, vous êtes là pour soigner. Je suis là pour soigner. Je ne me considère pas du tout comme voyant, comme médium, comme... non, je suis vraiment dans le soin, Je découvre des choses, mais je laisse faire. Ce qu'on me donne comme information, je le transmets. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours, c'est pas avec tout le monde. Les soins ne sont pas répétitifs et systématiques. C'est pour ça que je prends très peu de gens, parce que c'est un investissement de temps. D'énergie aussi. D'énergie, oui. Non, un peu. Enfin, les journées sont parfois fatigantes parce que ce que je perçois me dérange et je ne dis pas forcément toujours ce que je perçois. Donc ça me perturbe parfois, mais c'est pour ça que je limite, et ça je m'en excuse auprès des gens qui nous regardent, mais je suis obligé de limiter le nombre de personnes que je reçois, et donc oui, je ne peux pas recevoir tout le monde. De toute façon, je crois que vos soins durent relativement longtemps, 1 heure. Plus d'1 heure, généralement. Donc, voilà, ça dure 1 heure minimum. Bon, il y a des gens qui s'en vont au bout d'une demi-heure parce que, voilà, mais le soin est programmé pour être sur une bonne heure. Et je fais 5 ou 6 soins 5 soins par jour, mais pas tous les jours. 5 soins, ouais, c'est énorme. Mais pas tous les jours. Je fais ça... la moyenne, c'est entre... une quinzaine ou une vingtaine de soins sur une semaine. Donc, vous voyez, mais c'est pas... Je me limite, voilà. Et c'est pas toutes les semaines, parce que je prends beaucoup de temps. Voilà, c'est même 15 à 20 soins par mois, presque. Il y a des fois que je fais, et pas au-delà. Voilà. Parce que comment vous faites après pour vous recharger, entre guillemets, vous purifier, vous nettoyer, vous pensez à vous, en fait, aussi? Alors, dans le soin... oui, vous transmettez, donc vous ne donnez rien de vous. Non, en fait, mais ce qui est important,
c'est d'être rempli de soi. Et moi, je m'aime. Je dis déjà, il faut s'aimer. Pour aimer les autres. Pour aimer les autres, il faut être plein de soi et plein d'amour. On parle d'amour propre, propre pour soi, mais moi, c'est propre, propreté également, propre, un amour propre. J'ai un amour pur. Et le fait d'avoir ça, je n'ai pas besoin d'aller me rechercher ailleurs, je l'ai déjà en moi. Après, ce que j'aime la nature, j'aime me retrouver dans la matérialité, j'aime bricoler, j'aime fabriquer, voilà, c'est toute la dualité qui est en moi d'avoir accès à ce monde un peu... immatériel et matériel. Voilà, immatériel et matériel. Souvent, j'emploie cette formule en disant, mais j'aime bien avoir les pieds dans la boue et les mains dans le gasoil, voilà, ou dans le pétrole, pour être vraiment dans la matérialité, quoi. Voilà. Et la tête? Oui, la tête, elle dans les hautes sphères. Parfois, elle est dans les hautes sphères, mais très souvent, elle est ici, parce on est incarné. Nous sommes incarnés. Donc, il faut l'assumer, il faut être dans cette incarnation et se dire, assumons-la, soyons entiers aussi dans cette incarnation. Parfois, les gens ne l'admettent pas, cette incarnation, mais il faut l'admettre. Et c'est pour ça que je disais, il faut s'aimer. Et s'aimer en totalité. Oui, c'est pas facile, parce qu'on ne nous apprend pas forcément ça. Dans la religion chrétienne, occidentale, qui est la mienne, voilà, il faut penser aux autres. Nous, on passe toujours après. Oui. Donc, aime l'autre, mais toi, hop. Oui, mais je vous ai dit, j'ai une religion chrétienne également, mais j'ai pris conscience que de s'aimer soi, d'être fort en soi, ça nous permet d'aider encore plus les autres. Parce que aider les autres, ça va jusqu'à un certain point. Après, de toute façon, on s'use. Et je vois arriver des gens qui sont épuisés d'avoir aidé les gens. Parce qu'ils n'ont pas pensé à eux, ils n'ont pas pensé à prendre soin d'eux. Il y a plein de maladies à l'heure actuelle où les gens se sont oubliés complètement, où ont oublié le corps qui était le leur. Et ça, c'est dommage. Oui, parce que aussi, j'en parle en connaissance de cause par rapport au domaine qui est le mien, que je côtoie, c'est que les personnes qui se disent spirituelles, voilà, font une coupure totale. C'est-à-dire spirituelle, donc spiritualité mentale, au perché, et le corps finalement matériel, donc il n'a aucune importance. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pareil, oui. Il y a beaucoup de gens qui partent dans la spiritualité à fond en s'oubliant. Et c'est dommage parce que il faut être dans les deux à la fois. Ce qui n'est pas facile, hein, je le reconnais. Mais il faut pouvoir, faut assumer. Alors tout à l'heure on parlait de coïncidence, de synchronicité. Il y en a une qui est importante, évidemment, mais qui est évoquée dans le livre également, parce que le petit Robert, à un moment donné, je crois vers 12 ans, est adopté par Daniel et va changer de nom de famille. Donc c'est là où vous devenez Robert Martin. Exactement. Et quelques années plus tard, je rencontre, on me fait découvrir, je dis on parce que je ne connais pas qui m'a fait découvrir ça, voilà. Un Robert Martin, chef des guérisseurs à Arcachon, voilà. Parce que je viens voir une amie et je me trouve dans un hôtel à Arcachon et au réveil, j'ai cette phrase, vu que tu es là, tu vas venir me voir. Et cette phrase tourne en boucle, vu que tu es là, tu vas venir me voir. C'est la phrase que j'ai au réveil, vu que tu es là, tu vas venir me voir. Et cette phrase tourne en boucle, vu que tu es là, tu vas venir me voir. C'est la phrase que j'ai au réveil, vu que tu es là, tu vas venir me voir. Et je ne comprends pas, parce que c'est pas, voilà. En général, ce genre de phrase, vous l'entendez, c'est-à-dire c'est une perception mentale ou c'est vraiment une voix dans votre tête ou à l'oreille? La première fois, ça a été vraiment une voix, quelqu'un qui est auditif. C'était, oui, vu que tu es là, tu vas venir me voir. Et après, ça tournait en boucle
Et donc dans la matinée, je ne sais pas pourquoi, je tape Robert Martin sur mon ordinateur, comme c'est géolocalisé sur Arcachon, et je découvre Robert Martin, chef des guérisseurs à Arcachon. Et là, pour moi, c'est lui que je dois aller voir. Donc je me renseigne, enfin je vais sur le net, je découvre qu'il est mort en 1966, si mes souvenirs sont bons, et qu'il est mort à 47 ans, très jeune, et qu'il a pratiqué de manière assez étonnante ses soins sur Arcachon, dans le quartier des Abbaties. Donc je me dis, je vais aller voir au cimetière sa tombe. Sa tombe est une œuvre d'art qui a été réalisée par un sculpteur, un grand sculpteur de renom, et bon, un peu mégalo. Je ne m'identifie pas à tout ça. Même si j'ai une particularité sur la tombe, il y a une colombe, et j'ai moi-même fait un caveau dans mon village ariégeois sur lequel il y a une colombe. Donc voilà, c'était assez rigolo de redécouvrir ça. Et je ne m'arrête pas là, comme j'ai vu qu'il y avait une statue, je mets en quête de retrouver la statue, et je retombe sur la statue dans le quartier des Abbaties, où là, à ce moment-là, je prends la photo, et c'est là, je pense, cette anecdote que vous voulez... Et je prends la photo, et j'ai un petit garçon qui arrive et qui me demande pourquoi je prends la photo, et il me demande où est le chien, le chien, je lui réponds que je n'ai pas de chien, et une dame arrive derrière lui, et elle me dit pourquoi, et je lui présente ma carte, Robert Martin, magnétiseur, et là, je constate que, enfin, elle me prend la main, elle est ébahie, parce que le petit qui me demandait où était mon chien, c'est un des descendants de Robert Martin, et elle était l'épouse du neveu de Robert Martin, et que le neveu de Robert Martin, chef des guérisseurs, lui a tout laissé comme document et écrit. Voilà, donc c'est assez étonnant. D'ailleurs, je vous en fais la primeur, suite à l'apparition de ce livre, le neveu m'a recontacté, et je dois passer le voir dans le courant du mois prochain pour le voir. Voilà. Oui, parce que je disais, bon, il a tous les documents et autres, et vous n'avez pas eu accès à rien du tout? Il m'a transmis quelques documents, des photos, il m'a transmis des photos, il m'a transmis des écrits de Robert Martin, et je garde ça précieusement, voilà, parce que je trouve qu'il y a une continuité dans le fait de pratiquer la même chose avec le même nom et le prénom, c'est étonnant. C'est quand même très étonnant. Et c'est vrai que cette synchronicité, comme vous disiez, est assez étonnante, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, si vous dites, puisque tu ici viens me voir, je trouvais que c'était dommage. Enfin, le contact, ok, avec les personnes, c'est bien, mais à mon avis, il y a autre chose derrière. Non, j'ai autre chose derrière. De toute façon, la plupart des rencontres que je raconte dans ce livre m'ont toujours apporté quelque chose, une force supplémentaire. De toute façon, comme on dit, quand on est sur le bon chemin... Est-ce qu'il y a des mauvais chemins? Alors non, je vais dire la chose différemment. Quand on est sur... Oui, mais si, le bon chemin pour vous, votre chemin. Ouais. Voilà. Mais les choses se mettent en place. Je pense qu'on chemine tous sur le chemin qu'on doit pratiquer. Oui, il y en a qui sont plus... Il y a l'autoroute, des petits chemins tortueux. Mais il y a la volonté parfois d'emprunter ou d'être sur un chemin tortueux et caillouteux. Je ne sais pas pour quelle raison on utilise ce chemin-là plutôt que l'autoroute, mais parfois c'est une nécessité aussi pour pouvoir après réapprécier l'autoroute. Oui, c'est vrai. Toujours voir plus loin et voir la lumière qui est au bout. Toujours, voilà. Toujours le côté bon qui est derrière. Le chemin n'est pas, pour moi, le chemin peut être pénible et douloureux. Il l'a été pour moi dans ma prime jeunesse, mais il
pour moi, il est très agréable. Peut-être qu'il deviendra désagréable après, je ne sais pas. Mais non. De toute façon, moi, je trouve ça magnifique de vous voir, justement, pas abîmé par la vie, malgré les blessures. Donc, quelque part, c'est la résilience. Ouais. Et si je devais donner un petit message aux personnes qui nous écoutent, voilà, c'est quelles que soient les blessures qu'on a eues dans le passé, tout se cicatrise à un moment donné et il faut avancer. Et effectivement, vous dites, il faut voir plus loin, il faut voir la lumière, il faut toujours y croire. Oui, toujours y Et croire. ça, je trouve magnifique. Alors, la photo du livre, je vous le disais tout à l'heure en off, ne vous représente mais pas du tout. Donc là, on voit un monsieur sérieux, moi, c'est moi, attention. Et puis quand vous arrivez, c'est la générosité débordante, le côté chaleureux. Non, c'est pas gentil, c'est comme ça, je l'ai reçu et perçu. Ouais, écoutez, moi je trouve cette photo très belle. Oui, comme toutes les couvertures des livres Mama, je dois quand même le souligner. La photographe Michel, qui a pris cette photo est assez étonnante. Elle a fait ressortir un peu le côté... on n'est pas dans un monde de bisounours. Cette photo est là aussi pour expliquer... Mais le côté flic, ça c'est le flic. Ouais, flic ou... Oui, on n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde... Guérisseur, on n'avait pas forcément envie d'aller le voir. Oh, je ne sais pas, peut-être. C'est rassurant, peut-être. Il va combattre le mal. Ouais, peut-être. Sous toutes ses formes. Peut-être, voilà. Mais ça, oui. Mais c'est vrai que la représentation de ce que doit être un guérisseur ou un flic est parfois assez erronée. Donc, ne serait-ce que le titre, flic guérisseur, est peut-être antinomique pour certains. Tout à fait. Bah, comme votre parcours de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes en contact avec la pureté et en même temps vous étiez dans votre travail en contact avec l'ombre. Enfin, voilà, donc votre vie est très, très contrastée, je trouve. Elle est, oui, la vie, parfois, je me dis, la vie, c'est une pièce de monnaie. Elle est constituée de deux faces. Voilà. Et d'une tranche. Rarement, on est sur la tranche. Donc voilà. Rarement, on peut voir les deux côtés. Donc, ça arrive parfois. Mais la vie, c'est ça. Oui, c'est deux faces. Et peut-être que là, le terme de flic guérisseur, c'est les deux faces de la même pièce. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est vous, la voilà, pièce. Exactement. Voilà. Vous avez quitté le monde de la police pour vous consacrer aux soins. Est-ce que votre vision de la spiritualité a changé au fur et à mesure? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, que pensez-vous, si je parle de spiritualité en général, votre croyance, votre foi, la vie, après la vie? Ouais, alors, la foi qui est la mienne, j'ai toujours la foi chrétienne. J'admets les autres religions, je les conçois. Je ne m'imagine pas que la vie s'arrête à la mort. Si c'est une des questions que vous me posez, ça serait de dire, oui, je crois en une forme de continuité de la vie. Quand je dis ça, je n'heurte aucune religion, je ne pense pas, de dire que c'est une forme de continuité de vie qui est là et il faut l'admettre. On emploie beaucoup trop le mot spiritualité à l'heure actuelle, comme on emploie mal le mot amour. Voilà, le mot amour, le véritable amour doit être employé avec parcimonie. À la fois, c'est étonnant, avec parcimonie, mais avec bonté et générosité aussi. Et c'est un mélange de tout ça, la spiritualité, l'amour, la religion, le fait d'être dans ce monde ici, pour moi, c'est une continuité, ça va de soi. Ouais. Je ne sais plus la question que vous m'avez posée. Il y en avait plusieurs en une. Oui, savoir, est-ce que vous croyez par exemple à la réincarnation? Oui, je croirais, pour avoir été témoin de certaines perceptions et de certains propos que je tiens parfois à des personnes sur des informations qui me viennent, je crois réellement à une forme de réincarnation. Alors peut-être que ça heurte le côté religieux, mais je crois à cette réincarnation. Par exemple, vous disiez j'ai eu parfois. Parfois, les personnes sont devant moi et je perçois une vie antérieure forte quand je leur en parle. Mais
même eux le perçoivent, ils n'osaient pas en parler, mais ils le perçoivent. Dans le livre, je parle, ça va, j'en parle pas, je l'écris d'ailleurs dans le livre, je crois aux extraterrestres. Pourquoi s'imaginer qu'on soit les seuls êtres dans tout l'univers à avoir? Non, c'est impossible. D'ailleurs, je crois que vous les avez vus. Enfin, vous avez vu des entités un petit peu bleutées à un moment donné? Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu des entités, j'en parle dans le livre. Ça, c'est lorsque je suis tout jeune. Dans le livre, je parle de perception avec des gens qui viennent me voir, avec les gens sont devant moi et je perçois une autre forme que la forme humaine. C'est pas une forme animale, c'est pas, voilà, c'est étonnant. Et quand j'en parle à la personne, quand ça arrive et que j'en parle à la personne, c'est généralement bingo, parce que ça résonne beaucoup. Donc oui, je crois, je suis ouvert à tout. J'accepte l'information. Oui, le terme acceptation est important pour moi. D'ailleurs, il y a une phrase aussi que vous dites dans ce livre qui avait fait tilt, parce que donc à un moment donné, je ne sais plus vers quel âge, quand vous êtes dans la police, vous allez rechercher votre père biologique, que vous allez retrouver. C'est un monsieur, bon, vous avez un contact furtif, mais bon, il n'y a rien de plus. Et vous dites, enfin vous écrivez, si ma mémoire est bonne, il ne vient pas du même coin de l'univers que moi. Exactement. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Vous dites en quelques mots et on voit tout de suite ce que vous... Oui, il ne vient pas du même coin que l'univers que moi. Il vient d'un autre monde, j'en suis convaincu. Il n'a pas, même si j'ai en lui, j'ai de lui et en moi de l'ADN, mais je n'ai aucun atome crochu avec lui. J'ai pas du tout, je n'ai pas du tout la même démarche. Concernant mon père biologique, j'ai ce regret-là de ne pas avoir été... je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé lorsqu'il m'a vu. Peut-être qu'il s'imaginait que je venais chercher quelque chose, de l'argent, de la matérialité ou autre, mais c'était même pas ça. C'était simplement essayer de discuter, d'essayer de comprendre quel était son cheminement. Je suis son seul fils. Voilà, il n'a jamais eu d'autre enfant que moi. Et il ne vous a pas donné une chance? Du tout. Enfin, c'est même pas une chance. Il n'a même la possibilité, j'entends. Il n'a même pas eu la présence d'esprit de se dire, tiens, essayons de voir ce qu'il est devenu. Voilà. Même si, encore une fois, j'en parle avec détachement, parce que ce n'est pas... ça ne me heurte pas outre mesure. Il a poussé le bouchon jusqu'à se faire incinérer pour éviter la recherche ADN. C'est quand même compliqué, quoi. Bon, allez, on oublie, on a dit. Non, il ne faut pas l'oublier, il faut l'accepter. Pardon, oui, accepter. Il faut l'accepter. Pourquoi aujourd'hui écrire un livre? Alors, pourquoi là, la sortie du livre? Il y a eu Tigrane de Mama Édition qui est venu me voir plusieurs fois. Et ça a été une longue demande, une longue marche pour lui. À chaque fois, il me disait, mais ça serait bien d'écrire un livre. Après, j'ai eu d'autres éditeurs qui sont venus me voir, d'autres personnes. Vous connaissez, en fait, par le bouche-oreille, en tant que guérisseur? Oui, en tant que guérisseur. Pour certains, en tant ils venaient me voir en tant que guérisseur. Et c'était le bouche à oreille qui fonctionnait. Et là... Tigrane, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était le moment d'écrire ce livre pour faire prendre conscience aux gens aussi que la police n'est pas ce que certains veulent bien en dire. La police ne tue pas, la police est là pour aider. Elle est faite d'être humain. Et voilà, elle est faite d'être humain et elle est là, et je fais partie de cette police-là qui accompagne, qui soigne et qui guérit. Voilà. Et c'est sûr, j'ai quitté la police il y a maintenant une dizaine d'années, mais j'ai toujours cette âme de flic
qui est ancré en moi, qui est viscéral, parce que la police, en France, elle est faite de gardiens de la paix, ce qui est très beau, quoi. Et c'est un beau terme, c'est vraiment ce que c'est, quoi. C'est la paix, et oui, parfois, pour la paix, il faut la guerre, malheureusement, ou il faut des actes un peu violents, mais la paix, c'est important, et c'est cette notion-là aussi qui a fait que le livre devait sortir, et il est sorti. Quelle vie il va avoir, on verra. Une belle vie. Si vous le dites. Je le dis. Si vous le dites. Mais c'est une vie. Pour moi, c'était important de témoigner aussi, justement, de faire prendre conscience aux gens. C'est pas parce que le début de la vie est compliqué ou parce qu'on a des difficultés dans la vie qu'il faut se résoudre à partir sur le mal et à partir dans le... Ou être victime. Ou être victime en permanence, non. On peut être victime à un certain moment, mais il faut passer outre et reprendre sa vie en main, dire on va y aller, on va se battre, faire quelque chose, être dans l'action, ne pas s'arrêter. Il ne faut pas se tétaniser comme le lapin au milieu de la chaussée qui voit arriver la voiture. Il faut continuer à avancer. Et il faut s'en donner la peine. Je pense qu'il faut... Ce livre-là, je l'ai écrit aussi dans le but de faire prendre conscience aux gens de ce qui les entoure. Parfois, il y a des signes qui apparaissent aux gens, ils ne les voient pas, ou ils refusent de les voir. Ils refusent d'admettre que c'était une information qui vient de je ne sais où, d'un monde qui est à côté de nous, ou en nous, et qui nous donne une information, et on omet de... Parce qu'il y en a qui ont peur de voir, puis il y en a d'autres qui ne savent pas voir. Oui, il y en a qui ne savent pas voir. Et puis il y en a voir. aussi qui voient des synchronicités, des trucs partout aussi. Oui. Il y a l'opposé. Mais il y a ces 3 cas de figure que vous venez de citer existent. Maintenant, il faut rester dans le discernement peut-être, oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les pieds dans la boue et peut-être continuer à recevoir, mais en étant les pieds dans la boue, dans la matérialité. Être là pour dire, je suis. De toute façon, ceux qui nous écoutent sont déjà dans la lancée. Donc, oui. ils ont le bon pli déjà. C'est formidable. Quels sont vos projets aujourd'hui? Parce que vous projets... devez être complètement envahi par les appels, par les rendez-vous. Alors, je suis envahi par les appels et les rendez-vous. Il y a beaucoup trop de personnes qui m'appellent, qui s'imaginent que je puisse être disponible comme ça m'est impossible. Je prends du temps à répondre à des interviews comme à vous. Il va y avoir la promo du livre. J'ai des contrats à respecter de représentation. Donc je dois être là pour des dédicaces, pour des conférences. Les projets, il y a de nombreuses conférences qui s'annoncent. Il y a des salons du livre qui s'annoncent également. Et puis... Et en parallèle, je reçois les gens, mais encore une fois, quand vous voyez que c'est une vingtaine de personnes par mois... ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est quand même pas mal, selon moi. Si j'ai 300 appels, je ne peux pas tous les recevoir, c'est impossible. Donc voilà. Après... faut pas être déçu, les gens ils doivent essayer de trouver... Je suis pas le seul je suis pas le seul, il y a d'autres thérapeutes de renom qui peuvent être à côté de chez eux et qui peuvent leur apporter autant de bien que ce que je pourrais leur apporter. Il faut pas me considérer comme étant le seul et unique, non, loin de là. Et je pense qu'on doit être nombreux à pouvoir le faire. Après, je suis un des seuls peut-être à sortir de l'ombre et à dire on existe. Mais il faut chercher, faire confiance aux bouche à oreille également. Il y a des réseaux d'amis qui se font et qui disent que un tel, tu devrais aller le voir, il m'a fait du bien, n'hésitez pas à aller le voir. Je me méfie un peu plus des réseaux sociaux, mais d'ailleurs je suis sur aucun réseau social, donc
mes projets, c'est d'essayer de continuer à soulager et à aider les gens, mais c'est 20 personnes par mois, c'est pas plus. On m'a reproché en disant vous faites de la pub. Je fais pas de la pub pour moi, c'est pas du tout de la pub. Avant le livre, j'avais ma vie, elle était bien rangée. Et le but du livre, encore une fois, c'est de faire évoluer les gens vers cette forme de perception et s'autoriser, oser, accepter. Quand vous recevez les personnes dans votre cabinet, est-ce que vous arrivez à percevoir sa problématique? Ou bien est-ce que la personne va vous dire j'ai très mal au genou ou une sciatique ou Non, autre? alors, Ou est-ce que, parce que vous travaillez avec le corps énergétique, comment ça se passe en fait en pratique? alors lorsque la personne arrive, déjà j'ai eu un contact au téléphone avec la personne. Le contact téléphonique avec la personne, il y a des informations verbales qui passent, mais au-delà de ça, j'ai des informations, des perceptions qui me viennent. Donc je reçois la personne, je suis déjà au courant de la problématique qui est la sienne. Je me souviens au début, lorsque j'avais commencé à pratiquer, il y avait eu une journaliste qui était venue me voir en me disant « Mais vu que vous savez tout, vous allez me dire ce que j'ai. » Je lui ai dit « Mais c'est pas un numéro de cirque, c'est pas de la divination, c'est pas... non, je suis là pour essayer de soulager les gens. » Donc, je n'ai pas... les gens arrivent dans le cabinet et il y a une discussion qui se fait parce que la personne, moi comme elle, il y a une forme de timidité, de stress qui se crée et il faut se faire confiance quelque part. Et donc j'entame une discussion qui est diverse et variée. C'est au fil de l'eau. Comme on l'a fait tout à l'heure. Comme on a fait tout à l'heure. Et on arrive à la problématique. Étonnamment, à chaque fois, j'ai la problématique qui apparaît dans la discussion. Et on arrive à... vous parlez d'une personne qui a mal au genou, oui, peut-être que je vais lui découvrir, mais je ne vais peut-être pas forcément soigner le mal de genou, je vais peut-être lui soigner le dos. Voilà, qu'elle ignore. Elle peut ignorer aussi, avoir une problématique quelque part. Quelque part, voilà, exactement. Des fois, c'est des symptômes physiques qui n'ont rien à voir avec la zone physique qui est là. Et je vous le redis, c'est toujours... Chaque soin est une découverte. Chaque soin. Il n'y a pas il n'y a aucun parallèle à faire. Donc c'est... Oui, les gens viennent, ils s'assoient, on discute, et puis je pratique le soin. Donc je ne touche pas les gens, je pratique debout, je ne touche pas les gens, et les personnes restent une heure, en gros, c'est une heure, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais c'est autour d'une heure, et ils repartent. Et j'aime bien, ce que je dis, j'aime bien le one-shot. Voilà, une seule fois et les gens repartent avec la plupart sont très satisfaits ou ne perçoivent pas dans un premier temps, sont insatisfaits. Et puis j'ai le retour quelques mois plus tard, quelques années plus tard. C'est très étonnant. Oui, donc vous n'êtes pas du genre à retenir le patient, déjà, le client, non, je ne sais pas, je ne donne pour le faire revenir régulièrement. Je ne donne aucun rendez-vous dans mon cabinet. Aucun rendez-vous n'est donné dans mon cabinet. Voilà. Pour barrer le feu en radiothérapie, la seule contrainte que je demande aux personnes, c'est de m'appeler quand elles sortent de la radiothérapie, de la séance de radiothérapie, pour que je puisse les soigner, même à distance, parce que ça fonctionne, et de le faire. Mais c'est pareil, je suis référencé auprès de certains hôpitaux parisiens pour certains cadres de santé qui donnent mon nom et mon numéro de téléphone, mais voilà, je ne fais pas de pub et j'en ai largement assez. J'en ai largement, voilà, je suis là pour accompagner ceux que je vais rencontrer. Et une question toute bête, aucune question n'est bête, vous auriez dû répondre. Est-ce que vous vous auto-soignez? C'est possible? Alors, dans un premier temps, je m'étais dit on ne peut pas s'auto-soigner. Et j'ai fait l'expérience et je
je peux m'auto-soigner. Mais c'est une démarche très particulière parce que il faut que je déconnecte mon intellect et parfois ça c'est compliqué de déconnecter complètement son intellect pour pouvoir essayer de percevoir ce qui est en nous et qui dysfonctionne par rapport à l'environnement. Parce qu'à chaque fois, il y a l'intellect qui arrive à reprendre le dessus. Donc c'est très bref, très court, mais oui, dernièrement, je me suis soigné et c'est étonnant, je suis allé voir un ami guérisseur et qui m'a dit, mais il pratique comme moi en disant, bah oui, on peut s'auto-soigner. Voilà. On peut s'auto-soigner. Que pensez votre entourage du livre? Écoutez, votre entourage proche, l'entourage proche, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Et vos sœurs? Mes sœurs, oui, mes sœurs, mais tout ça, ils sont très fiers de ce que j'ai écrit. Et donc, voilà, ils ont découvert une autre facette de vous? Oui, beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses que peu de gens connaissent de moi. Je suis un peu discret quand même sur tout ce qui m'est arrivé. Et ce n'est qu'une partie. Là, vous dévoilez complètement. Complètement, non, c'est qu'une partie de ce que j'ai encore. Oui, mais enfin, c'est déjà un beau pas de... Non, c'est déjà fort, oui, ce que j'ai raconté, ce que je raconte, mais voilà, oui, les gens apprécient. Mon entourage ont apprécié, ils ont trouvé ça... et ce que je dis, c'est sincère et honnête. Voilà, je le fais avec le cœur. Ça se ressent. Non seulement dans le livre, mais quand on est à côté de vous. Vous êtes très lumineux. C'est très gentil. C'est vrai. Un deuxième tome serait peut-être une petite idée. Laissons vivre celui-là. Laissons vivre celui-là. On verra qu'est-ce qui va vivre, la durée de vie d'un livre. Et ça tient un peu de choses parfois. Donc voilà, peut-être qu'il aura une longue vie et que derrière, oui, peut-être un deuxième tome, très certainement. Pour raconter plein d'autres choses. Pour essayer d'être le plus honnête avec ce qu'on doit faire de la perception de ce qui est autour de nous. Parce que c'est ce qui m'importe le plus aussi. Que les gens prennent conscience de ce qui est autour de nous. En eux également, mais autour. Et ce qu'on a en nous est autour de nous, et ce qui est autour de nous, on l'a en nous. Donc voilà. Mais tout se mélange. Tout. Les bulles sont toutes... Tout est un tout, quoi. Donc, je trouve ça étonnant. Et ce livre, longue vie à ce livre. Et oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots, comme ça, pour conclure? Oser croire. Oser croire, accepter. Quelques mots ce sont des verbes qui me viennent plutôt que des mots, mais ouais, oser croire, oser vivre sa vie, croire à la vie, croire en grandissant et accepter ce qui se passe avec joie quelque part derrière, parce que tout ce qui est turpitude ou autre, on peut se dire derrière, il y a le bonheur. Même devant. Même devant, voilà. Il y a le bonheur, il doit être là. Et surtout prendre soin de soi, quoi. Prendre soin de soi en totalité avec, encore une fois, ce qui compte le plus, c'est la santé, peu importe des millions d'euros qu'on peut avoir, si on n'a pas la santé, voilà. Et être dans l'amour. Vaste programme. Et très beau programme. Merci Olivia. Écoutez, j'étais très très heureuse de vous rencontrer, de vous recevoir et puis de pouvoir mettre en lumière non seulement le livre, Flic guérisseur, n'oubliez pas, mais également vous. Eh bien merci. Merci à vous de m'avoir accueilli si gentiment. Merci. J'espère que vous avez aimé cet échange, cette interview. Moi, vraiment, j'ai été très heureuse. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle rencontre. À bientôt.